Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Au sommaire de ce journal, les enseignants contractuels ne décolèrent toujours pas. Ils revendiquent leur intégration à la fonction publique d'ici à la rentrée scolaire prochaine. Ils étaient fortement mobilisés hier au siège du syndicat national de l'éducation SNE. À Madagascar, un pays majoritairement chrétien où le pape François est attendu dans quelques jours, l'avortement est illégal, y compris en cas de viol, et passible de 10 ans de prison. Ces titres, ainsi que d'autres, vous seront développés dans ce journal de la mi-journée. A tout de suite. Il est 13h à Conakry. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Nous débutons par cette information en bref. C'est une information du site Mosaïque Guinée. Le poste de vice-président de la République aurait été retiré de la nouvelle constitution. Selon ce site d'information, l'actuel Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana serait visé par cette disposition. C'est la question posée dans cet article. Beaucoup présentent Kassouri comme un potentiel dauphin de l'actuel président. La grogne des enseignants contractuels pour intégrer la fonction publique se poursuit. Ils étaient nombreux hier au siège du syndicat national de l'éducation à Matoto. Ces enseignants exigent que les universités guinéennes fournissent les vrais diplômes de leurs enseignants pour aboutir à la publication définitive de leur liste à la fonction publique. Reportage d'Ibril Ba, Ibrahima Souri 5 Soma. Nous sommes déterminés jusqu'au. C'est avec ces slogans que ces contractuels réitèrent leur détermination ce samedi dans l'après-midi au siège du SNE. Et suite à la dernière publication de la liste des enseignants contractuels de Guinée, car je ne dirais pas issus d'autres universités, car la liste était une liste mixte composée des sortants de l'ENI, ISEG et autres universités, qui est une suite de la part du MENA. Alors c'est la troisième liste que ces enseignants reçoivent, mais constatent toujours des erreurs sur des noms et des diplômes mis à la disposition du département de l'éducation. Nous avons commencé ce combat au même moment et nous devons bénéficier du fruit de ce combat au même niveau et ensemble. Donc, c'est pourquoi nous demandons à tous les enseignants contractuels, dont les universités, issues des universités qui n'ont pas réagi, d'accélérer. Dans leurs revendications, 2 universités sont ciblées, Sonfonia et Fulaya. Mabinti leur envoie un message. Il y a eu beaucoup d'anomalies où certains diplômes ont été qualifiés de faux et de vrais. Nous avons remarqué. Ça a été mon cas. Ça a été le cas de Fatoumata Binta Diallo, ça a été le cas de Sira Doumbouya, ça a été le cas de plusieurs personnes où ils se sont retrouvés entre le vrai dossier et le faux dossier. Donc, nous leur avons demandé de saisir immédiatement leur université de formation pour une justification. Ces contractuels vont, disent-ils, perturber la rentrée scolaire si toutefois leur intégration à la fonction publique n'est pas effective. Le repos biologique a pris fin hier samedi à minuit. La pêche artisanale n'était pas concernée par cette mesure qui a duré 2 mois. Dans certains ports artisanaux de Conakry, par exemple, toutes les activités sont paralysées. Certains acteurs de ce secteur disent joindre difficilement les deux bouts. C'est un commentaire de Sekou Diatea Camara et d'Antoinette Dédé Onivogui. Dans certains débarcadères de la capitale, ils sont nombreux ces pêcheurs artisanaux qui discutent de tous les sujets, sauf une éventuelle pêche en mer. Cela dure 2 mois. Pourtant, si la pêche industrielle observe le repos biologique, celui artisanal est censé ravitailler le marché local de poissons. La plupart des pêcheurs vivent au quotidien et aux dépens de leurs activités. Une fois que celle-ci est paralysée, l'impact est immédiat. Des pêcheurs aux marieuses, il n'y a qu'un pas. Elles ne sont pas exemptées de la paralysie de la pêche artisanale. Sous les hangars qui les abritent, nous n'avons constaté aucune activité. Si la pêche industrielle reprend ce samedi, les artisanaux devront patienter parce que la saison pluvieuse n'a pas encore dit son dernier mot.
Politique à présent, installation des démembrements de la CENI. L'opposition parle de diversion et n'entend pas se laisser distraire. Sidia Touré, le président de l'UFR, prenant part hier à un meeting du FNDC, a laissé entendre que la préoccupation majeure de son parti reste l'assainissement du fichier électoral. Pour lui, il est impératif qu'un opérateur technique soit recruté, cela par un appel d'offres international. On écoute Sidia Touré au micro d'Elisabeth Dietlin. Nous n'accepterons pas que la révision se fasse à la CENI sans que l'opérateur qui a été désigné par appel d'offres, conformément à l'audit que nous avons accepté tous avec la communauté internationale, le gouvernement et tout cela, si ce n'est pas fait, nous ne l'accepterons pas. Parce que l'idée, c'est de faire passer les élections législatives pour le référendum. Donc pour nous, c'est du même au pareil, même goto. Il n'y a pas de mot plus clair par rapport à ce que nous avons dit que ce qu'Ousmane vient de dire ici. Troisième mandat à Boula. L'humanité célèbre chaque 31 août la journée internationale du blog. Pour le 14e anniversaire célébré hier samedi, nous avons interrogé Ali Mousso, blogueur guinéen et membre fondateur de l'Association des blogueurs de Guinée, Ablogui. Avec lui, nous abordons la naissance et l'évolution de la blogosphère guinéenne. Le point, c'est avec Abdoulaye Sadio Diallo et Tierno Sardouba. Depuis 2005, le monde célèbre chaque 31 août la journée internationale du blog. Mais ce n'est qu'en 2011 qu'une association de blogueurs a vu le jour en Guinée. Déjà en 2010, Alimou avait officiellement commencé le blogging avec RFI Monde Blog. La blogosphère guinéenne maintenant est riche de plusieurs dizaines de blogueurs qui sont réunis autour de l'association qu'on appelle l'Association des blogueurs de Guinée, en abrégé Ablogui, qui elle-même a été créée entre 2011 et 2013. Aujourd'hui, Alimou est membre d'honneur de l'Association des blogueurs de Guinée. À 8 ans d'existence et avec des actions comme l'AID qui vise à mesurer les promesses du chef de l'État, Elle livre pour Zali et d'autres qu'il énumère ici, il affirme que le chemin parcouru par Ablogui est énorme. Ablogui a un nom qui est maintenant connu en dehors des frontières guinéennes. On en parle en Afrique et même en Europe, surtout avec le travail qui a été effectué ces dernières années autour de plusieurs thématiques, et notamment les élections en 2015, comme par exemple Guinée Vote, ou alors des campagnes digitales sur par exemple l'identité, là par exemple lorsqu'il y avait eu une crise ici d'obtention des documents d'identité. Dans d'autres pays, les blogueurs sont inquiétés par les autorités, mais pas en Guinée pour le moment. Malgré tout, Alimou alerte sur la loi portant sur la cybercriminalité qui pourrait être une menace pour la blogosphère guinéenne. Donc en Guinée, depuis l'apparition de cette pratique de blogging, jamais, en tout cas jusqu'à présent, un blogueur n'a été inquiété par les autorités. Maintenant, la liberté d'expression ne s'arrête pas là. Il faut davantage de paramètres pour l'apprécier. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une loi sur la cybersécurité qui a été instituée et qui donc peut être un frein à certains égards face à l'expression, face à la liberté d'expression de manière générale. Vu leur liberté de ton, les blogueurs contribuent à mettre la pression sur les pouvoirs publics. La deuxième session ordinaire du conseil communal de Boké a pris fin jeudi dans la salle de conférence de la commune. Le budget communal a connu un remaniement à quelques mois seulement de l'année. Il s'élève à 5 milliards 270 millions de francs guinéens. Fodé Omar Kamara, Salifou Lifo Sissé. Pendant 3 jours de débats fructueux, les élus se sont penchés sur les parts du budget allouées à certains secteurs. Les conseillers ont dans l'ensemble maintenu le budget global. Les mesures ont été prises par rapport aux différents points qui ont été discutés et mis à l'ordre du jour et dont les conseillers ont unanimement voté avec avis favorable
à leur application. Au terme des travaux de cette deuxième session, le Conseil a fait quelques recommandations. La situation de les infrastructures économiques ont été développées par rapport à la gare routière. La disposition a été prise pour rompre tout contrat existant antérieurement entre la commune et l'Union des transporteurs. Par rapport à l'assainissement, nous devons mettre en place un système de paiement des déchets, des ordures, par les entreprises, par les ménages, ainsi que par les usines de fabrication d'eau minérale. Au sortir de cette rencontre d'échange des élus de Bokeh, certains conseillers sont déjà convaincus de la possibilité de réaliser certains chantiers de la commune. Je peux me dire et féliciter le conseil, d'abord pour dire que cette session a été pratiquement une réussite. Pratiquement tout l'ensemble des conseillers, les chefs de quartier, les participants, chacun s'y est mis pour apporter quelque chose au développement de la commune urbaine de Bokeh. Un comité transitoire à la gare de Bokeh composé de quelques conseillers et des personnes ressources, des administrateurs des marchés d'Angar, de Tamakene et de Bokeh-Ville ont été aussi nommés. Ils rentreront dans leurs fonctions dans les jours qui suivent. Cap à présent sur la sous-préfecture de Kabak dans Folekaria, les habitants essayent de s'adapter face au changement climatique. L'inquiétude grandit au jour le jour. Les digues qui leur permettaient de faire des grandes cultures ont cédé. À la place de l'agriculture, les habitants, pour la plupart, optent pour la pêche comme une alternative. Fadama Babou Kondé, Djibril Kabak, Camara. Almami Kamara vit de l'agriculture ici dans la sous-préfecture de Kabak depuis plus de 30 ans. Une activité qui ne pratique plus car les plaines ont cédé face à l'avancée des eaux. Depuis que notre remblai est gâté, on ne gagne plus de quoi vivre. Nos épouses et nous sont obligés de faire la pêche. Parfois, elles se blessent gravement. D'autres sont à la pêche à l'instant même. De par ses moyens de bord, les citoyens de la localité cherchent tant bien que mal à se familiariser dans ce nouveau métier. Sauf que par endroits, ils sont confrontés à un manque criard de poissons. Si nous ne faisons pas la pêche, nous n'aurons pas de quoi manger. Le remblai qui nous permettait de cultiver est gâté. Si ça ne marche pas d'un côté, on essaye de l'autre. C'est pourquoi nous sommes tous venus ici. Mais aujourd'hui, cette pêche aussi, les poissons sont rares. Si rien n'est fait, les populations craignent de ne plus pouvoir vivre sur ces terres qui les a vues naître. Elles demandent de l'assistance au gouvernement. Que le gouvernement nous aide. Beaucoup sont morts parmi nous. Si le gouvernement ne nous aide pas, nous serons obligés de quitter les lieux et laisser la place aux eaux. Sur le continent, à Madagascar, un pays majoritairement chrétien, où le pape François est attendu dans quelques jours, l'avortement est illégal, y compris en cas de viol, et passible de 10 ans de prison. Tous les ans, l'ONG Marie Stop prend en charge 20 000 victimes de complications d'un avortement. Reportage. Au fond d'un potager, tout près de sa maison, Voulatine, dont nous avons changé le prénom, cache un terrible secret. 8 fœtus avortés enterrés ici, dans cet enclos. Tous les siens, dont un nouveau-né accouché à 7 mois. Une fois que le bébé est sorti de mon ventre, la sage-femme l'a mis dans un sachet. Il a encore bougé pendant 10 minutes dans le sachet. Puis il n'a plus bougé. Violée régulièrement par son mari alcoolique et chômeur, Voulatine prend en charge seule ses 6 enfants. Quand il a besoin de moi sexuellement, à n'importe quel moment, je suis obligée d'accepter. Parce que si je refuse, il me tue. À Madagascar, l'avortement est passible de 10 ans de prison.
Des moyens contraceptifs sont accessibles à bas prix, mais avec un travail précaire, difficile pour Voulatine de consulter. Je n'ai pas le temps d'aller voir un médecin parce qu'il faut que j'arrête de travailler pour y aller, afin qu'il me prescrive un planning familial. Et si je fais tout ça, je risque de perdre mon emploi. Une femme sur 4 a recours à l'avortement, souvent au péril de sa vie, avec des risques d'hémorragie ou une perforation des organes. Cela se passe souvent chez une faiseuse d'ange, comme Lucie, infirmière retraitée qui souhaite également rester anonyme. On trouve le col. Ici, col l'a fermé, on prend la pince. C'est très douloureux, d'après elle. En 2017, le Parlement a adopté une loi qui maintient la pénalisation de l'avortement malgré les appels des militants. Dans un pays majoritairement chrétien où le pape a une grande influence sur les politiques, les pro-avortements pensent qu'un discours différent du Vatican pourrait faire évoluer la loi à Madagascar. Si le pape n'aime pas l'avortement, bon, qu'il ne fasse pas avorter sa fille. Ah, il n'a pas de fille. Qu'il n'aime pas l'avortement, qu'il ne fasse pas avorter sa femme. Ah, il n'a pas de femme. Alors pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'utérus, qui n'a pas de fille, qui n'a pas de femme, a des lois à dicter sur les femmes? Je trouve ça injuste. Chaque jour, 3 femmes meurent des suites d'un avortement clandestin à Madagascar. Au Venezuela, des manifestants pro-Nicolas Maduro se rassemblent à Caracas pour une marche anti-impérialisme américain et pour rejeter les sanctions du président Donald Trump contre le pétrole vénézuélien. Images et commentaires, Djibril Ba. Cette manifestation contre l'impérialisme est la suite logique de plusieurs mois de crise. Dans le pays, on se traîne une catastrophe économique et sociale depuis plus de 5 ans. Une crise qui a commencé avec la chute brutale du prix du pétrole, mais que les politiques officielles du gouvernement de Maduro n'ont fait qu'approfondir, générant des pénuries alimentaires et développant une hyperinflation qui dépasse déjà, selon divers calculs, le million ou jusqu'à 2 millions de % par an. Parallèlement à cette chute brutale des revenus pétroliers, il y a aussi les échéances de remboursement de la dette extérieure, une dette qui est non seulement un héritage du régime politique passé auquel a succédé le chavisme et désigné comme régime du pacte de Punto Fijo, et disons en passant que Chavez lui-même s'est chargé de continuer le paiement de cette dette qui lui était restée de cette époque. Avant de clore ce journal, cette information en bref, nous reparlons du Silly Gate avec le feuilleton Amadou Diaby dans l'affaire de corruption pour laquelle le vice-président de la FEDIFOOT a été sanctionné. La députée ivoirienne Mariam Traoré, membre du RHDP, est citée comme complice. Dans un rapport publié par la commission d'éthique de la FEDIFOOT, il est indiqué que sur les 10% du salaire de Paul Put reversé à Amadou Diaby, un accord verbal et secret aurait été conclu avec la société Africa Sport Management, dans laquelle serait actionnaire la députée ivoirienne Mariam Traoré. Elle percevrait la somme de 2 000 € mensuels. Nous y reviendrons. Fini ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique d'Espace TV. Merci à ceux qui l'ont suivi. C'est la fin des vacances sur Adafo Média. À lundi pour la rentrée des rentrées. Au revoir.